Pendant de nombreuses années, la firme Arthur Martin, avec ses appareils de chauffage, ses appareils ménagers, ses machines à laver le linge, s'était revint. L'aventure avait commencé au XIXe siècle sur la Faux aux Neuf Forges et s'était poursuivie avec l'arrivée du chemin de fer à côté de la gare de Revin. Elle s'y était beaucoup développée, absorbant même l'usine Ford. Depuis son intégration dans le groupe international Electrolux, elle ne fabriquait plus que des lave-linges dans son usine ultramoderne de la rue Jean-Jacques Rousseau. Le club Musée Vivant de la REL a organisé plusieurs animations avec cette entreprise et a fini par obtenir, en 2014, l'autorisation de filmer son activité avant sa délocalisation en Pologne. Je vous invite donc à suivre le parcours mis en mémoire par le club vidéo de la REL, des dernières heures de fabrication des machines à laver le linge à Revin, en attendant l'installation de la chaîne de montage des moteurs électriques Celny. Accompagnés par messieurs Laurent Payat et Benoît Mensuel, nous commençons la visite par l'atelier dit d'en haut, atelier de tôlerie et plus récemment de plasturgie. On va démarrer ici au presse plastique. On voit ici dans la vis, on charge les granulés et après ça s'en va dans la presse. Le moule se ferme, injection et après le moule s'ouvre. Bon, cette pièce elle m'intéresse parce que c'est moi qui l'ai dessinée cette pièce. Ah bon. Donc j'aime toujours bien la regarder. Ouais. Enfin, c'est pour la petite histoire. Ouais. Là aujourd'hui on voit qu'ici la presse est dédiée à faire des cuves, là-haut des socles, des flasques, et ici je pense que c'est des dessus, voilà. Et ici on fait des dessus, donc les dessus de machine à laver. Donc on peut aller voir, c'est une pièce assez technique qu'on ne fabriquait pas avant ici. Là ici à côté on a la même chose, hein. Là c'est la cuve, donc c'est une pièce beaucoup plus massive, qui est la cuve de l'appareil. Donc ça c'est le même principe, hein. La différence, c'est que la matière n'est pas la même. Mais bon, on est dans le même principe. C'est un métier qu'on a développé chez nous et qui n'existait pas avant. Voilà. Et ça va disparaître, malheureusement. Notre production va partir en Pologne. Donc, démonter tout ça pour le... Ah ben je sais pas. Je sais pas s'ils vont reprendre nos presses, je pense pas. Je pense qu'ils sont déjà équipés là-haut. Hein. Les moules, ils vont les prendre, mais les presses, non. Donc ici c'est la ligne de 200 tonnes où on fabrique les panneaux arrière. Donc la matière première est là, bien roulée, découpée, et là le cycle commence en fait de la transformation du panneau arrière. Donc là on va essayer de s'avancer pour voir et regarder un peu la transformation. Donc on fait 900 pieds à l'heure. 900 pieds à l'heure. On est capable de faire 900 pieds. Ici on fabrique des places de tambour. Mais on fabrique aussi des couvercles. Là en ce moment ils fabriquent des places. Ouais, c'est la plus grosse ici. On arrive à l'atelier, là ici, bloc laveur, c'est-à-dire où on va commencer à fabriquer, et on fabrique et on assemble des tambours. Aujourd'hui, les portes métalliques vont disparaître, dans le sens où on ne va plus en fabriquer. On ne fabriquera plus que, jusqu'à la fin en fait, de la fabrication de la machine à laver ici, des portes classiques. Là ici, on va commencer par ici la fabrication de la virole de tambour. La virole, c'est cette pièce-là ici. C'est la pièce qui va être galbée juste derrière là. On appelle ça la virole de tambour. Elle est sertie après avec des flasques. Or ce tambour ne sera plus fabriqué à la fin de l'année, on n'en fait plus. Hein. Ce type de tambour là c'est fini. On fera que celui qu'on va voir à côté après. C'est remplacé par un autre modèle? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait deux modèles, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va disparaître. Ouais.
il ne va pas disparaître complètement parce qu'il sera toujours fait en Pologne. Ouais. Parce qu'en Pologne aussi, ils font ce même type d'appareil. Mais nous ici, comme on descend en production, hein, doucement jusqu'à temps de plus en faire, donc on va arrêter celle-ci et après on continuera seulement sur la ligne à côté, c'est-à-dire le tambour avec les portes classiques. Aujourd'hui ici, les lignes tournent souvent à demi-cadence parce qu'on fait beaucoup en appareil. Donc avant il y avait une personne sur chaque poste, ça tournait. Aujourd'hui les personnes ont un poste, après vont pas forcément rester sur le même poste, ils vont aller faire un autre poste. Les cadences ont été vachement diminuées, quoi. Donc, Vous êtes polyvalent alors? Ouais. Ah ben ici ils sont tous polyvalents, hein. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire tous les postes, aussi bien sur cette ligne que sur l'autre ligne. Hein. Les gens bougent, ils font jamais la même chose. Ça fait un peu mal au cœur Ah ouais. quand on voit la technique, le développement, l'automatisme, la bonne volonté des gens. Et puis, Ça n'empêchera pas tous ces beaux actionnaires de nous fermer, c'est sûr. C'est sûr que ça fait mal au cœur. Il y a des choses qui vont être à la ferraille. Hein. Les anciennes presses de place survie là-haut, il y en a qui seront mis à la ferraille. Hein. Personne ne voudra les racheter. Hein. En fait, il faut savoir qu'ici, lorsque ça va être Senny, il n'y aura plus rien. Hein. C'est-à-dire que Senny n'occupera que la partie inférieure en fait, de l'usine. Ici, il n'y aura plus rien. Rien du tout. Ça va rester comme ça jusqu'en avril 2016, jusqu'à temps qu'on va fabriquer des lave-linges. Mais après, il n'y aura plus rien ici. Autres éléments constitutifs, les panneaux qui sont emboutis à partir de bobines de tôle, puis laqués de couleur blanche. Donc on part comme la ligne de 200 tonnes, on part d'une bobine, hein, 3 dresseurs, cisailles, et après on va directement sur la ligne. La presse numéro 2 fait les panneaux droits, la 3 fait les panneaux gauches. Et pour les avoir diamétralement reposés, il faut retourner le plan. Et du blanc, il y a différents blancs. Ah bon. Quand vous mettez certaines toutes les machines les unes à côté des autres, vous apercevez qu'il y a beaucoup de sortes de blancs. Il vous paraît bien blanc là. Quand vous les mettez à la lumière, il y a des blancs jaunes, il y a des blancs bleus, il y a des blancs... Et les pièces brutes qui vont être laquées. Donc le panneau avant, les 2 panneaux latéraux et les couvercles. Il n'y a que le panneau arrière qui n'est pas laqué. Le panneau arrière reste brut et part directement. Un atelier de sérigraphie permet de personnaliser leur tableau de bord, que l'on nomme ici dosseret. Et donc là, on fait de la sérigraphie, de la topographie, et on fait aussi de l'assemblage, c'est-à-dire on colle des choses, des visières, des choses comme ça. C'est-à-dire, donc la pièce ici, c'est la pièce qu'on a vue tout à l'heure, qui a été sérigraphiée là-haut. Elle vient d'être soudée, ici là, par ultrason. Et on va voir après, en fait, la sérigraphie de toute cette partie-là, ici. Voilà. Cette pièce, aujourd'hui, elle est fabriquée en Pologne. Et on la reçoit de Pologne. Voilà. Avant, on faisait pas ça. Donc ici, on vient mettre les bandeaux alu sur les dosserets. Donc ils sont collés, éclipsés. Donc là, je contrôle la visée, si elle n'est pas sale. Je contrôle si elle est pas rayée. Je vous remercie, madame. Après avoir été sérigraphiés, les dosserets reçoivent une carte électronique et sont fixés sur le dessus avec quelques autres différents éléments de petite taille.
Donc en fait, on les a vus partir hier de la place Surgis, de l'atelier place Surgis là-haut. On a vu qu'on y avait mis les trop-pleins à l'avant. Et là, ici, on vient y fixer les électrovannes avec les tuyaux. Donc ça démarre là, et puis... Nous, on a repris la fabrication des dessus, et ensuite, donc ils faisaient aussi l'assemblage. Et on a mis cette ligne en place, et on s'est aperçu que c'est très pénible le montage des tuyaux. C'est-à-dire que la préparation ici, pour assembler... Donc ça, c'est l'électrovane, hein, pour préassembler ces tuyaux, enfoncer ces durites qui sont très très durs. Un travail vraiment qui pour moi est difficile parce que ça fait mal aux doigts. Ça fait mal aux doigts. Voilà. Si tu peux en faire un, tu filmes. Travailler du câblage, c'est compliqué. Hein. Hein, donc il n'y a pas de. Donc où ils préparent, ils vont remettre les fils comme il faut, ils ont des colliers à mettre à certains endroits, donc tout ça c'est fait un peu hors ligne, on le voit là-haut, à côté, où ils préparent les choses. C'est par là que passent tout, en fait, tous les panneaux arrière, et c'est là que tous les câblages, modules sont positionnés avec leur support, collier, support, enfin voilà, tout ici. Et après ça redescend. Ici, les dosseracs qui sont assemblés s'en vont là-haut sur la ligne d'assemblage. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on voit donc l'assemblage de l'interface avec l'interface et puis du sélecteur de programme. Voilà. C'est quoi, c'est la pièce. Il y a deux pièces qui arrivent du plastique, donc la partie flasque gauche et la cuve, où on y insère un joint torique pour l'étanchéité et un palier. Donc là c'est le premier poste, on récupère les blocs. Viennent ensuite les différentes phases de montage. Tous les éléments sont assemblés sur les deux chaînes qui subsistent à l'heure actuelle. Donc on a vu donc, le bloc qui a été mis par donc, le moteur, les lestes, la résistance, la durite d'évacuation. Et là, on va arriver on va revoir les pièces qu'on avait eu à fabriquer, c'est-à-dire la table, ici. On assemble le soufflet avec les demi-colliers qui vont être prêts pour être justement assemblés sur le bloc laveur qui arrive là. Donc ça va être notre prochaine fabrication ici, hein. C'est ce qu'on va fabriquer, c'est des moteurs comme ça. Ouais. Ils montent l'air break avec les tuyaux là, donc c'est un poste un peu embêtant là. Il a pas mal de. C'est difficile à le voir. Mais... C'est moi l'élément indispensable de cette chaîne. Et bientôt, ça n'existera plus. Ah oui. Ça, C'est triste. Oups, j'ai pas mis la faute. J'ai pas mis la faute.
Elle n'a jamais vu travailler. À partir d'ici, on va faire l'intégration du bloc en fait sur ce qui va arriver, ce qui va être la machine en fait. Hein. Oui, on va C'est-à-dire sur le socle. Ouais, c'est. voilà. Donc cette partie-là est intéressante. Ils sont 3 hein, sur le poste. Donc là, ils vont assembler donc, le bloc avec la table qu'on vient de voir ici, le sous-ensemble qui est assemblé, et après avec le panneau avant, le panneau arrière, le socle. Ah mais nous, l'habitué. J'écoute ce que tu dis. Ah ouais, non, je dis pas de bêtises. Donc les appareils sortent sur une ligne à part, comme celle-ci là. Ce sont des réparateurs ici sur le côté qui reprennent les pièces, qui reprennent les appareils pour refaire pour analyse déjà et puis pour refaire. La personne commence un peu à nettoyer la machine parce que bon, comme il y a eu des manipulations, tout ça, donc je pense qu'elle donne un petit coup d'éponge si elle voit des traces, des choses comme ça. Elle met la boîte à produits parce que la boîte à produits, elle est... On la reçoit toute faite, la boîte à produits. Hein. Voilà. Donc ça, c'est c'est une boîte à produits un peu dernier modèle haut de gamme qui fait poudre et liquide. Hein. Voilà. C'est-à-dire que d'un côté, on met poudre, puis on met de la poudre, de côté liquide. Bon, c'est pas fait en France, hein, ça c'est fait en Pologne, hélas. Oui, c'est fabriqué. Voilà. Donc on le reçoit tout fait comme ça. Donc on a plusieurs niveaux de gamme, pareil, en boîte à produits. Alors ça, c'est une installation qui est quand même assez neuve, parce qu'avant, on passait ça dans un four, c'est-à-dire que c'était du film thermo-rétractable, alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout la même technologie. Aujourd'hui, c'est du film qu'on étire et qu'on relâche et qui vient directement. C'est pas la même technologie. Deux rôles sont affectés au laboratoire. Tout d'abord, effectuer des tests sur la production journalière afin de détecter au plus vite d'éventuels dysfonctionnements, puis procéder à des essais de durabilité correspondant à 3 mois, 2 ans et 10 ans d'utilisation. Aujourd'hui, plus beaucoup de production. Aujourd'hui, il y a une partie, les Italiens ont repris une partie des essais. Donc ici, on teste la fiabilité des appareils, de ce qu'on produit. Donc on a plusieurs. Alors on a les 2500 cycles, c'est-à-dire on va tester les appareils sur 2500 cycles, sur 500 cycles et sur 35 cycles. Donc les 35 cycles, donc on prélève des appareils tous les jours sur ce qu'on fabrique et on regarde, on les fait tourner, ils ouvrent les appareils, ils font des vérifications. Le but du laboratoire fiabilité, c'est de prélever 2 appareils par jour sur les lignes de montage. On contrôle les composants et on fait faire 35 cycles, équivalent d'un mois de lavage. Et sur ces 35 cycles, on prend un appareil qu'on passe en 500 cycles. 500 cycles est l'équivalent de 2 ans de garantie chez le client, et qui se trouve dans cette zone verte. Ensuite, sur les 500 cycles, on en prend une tous les mois qu'on passe en 2500 cycles, équivalent de 10 ans de lavage. On se trouve en zone bleue là-haut. Pour le 10 ans de lavage, ça marche, il y a beaucoup de problèmes. On trouve quelques problèmes de temps en temps, mais la fiabilité de nos machines à laver est très bonne. Donc ici, c'est un labo de fiabilité. Avant, derrière là-haut, il y avait un labo R&D qui validait en fait les nouvelles, tout ce qu'on développait. Aujourd'hui, du fait que le R&D n'existe plus, tout est fait là-haut en Italie, à Portia. Donc c'est pour ça, si on irait un petit peu se promener par là-haut, on va retrouver des choses qui ne tournent pas, un laboratoire qui est vide, parce que justement, tout ça c'est parti. C'est des choses qui ont commencé déjà à partir, même ici, hein, un peu plus loin, bon, il n'y a plus d'appareil. Donc on tourne à notre strict minimum. Quand on a un défaut, on le note sur un fichier. On peut regarder sur les fiches de suivi. On l'analyse. Chaque appareil a un suivi sur le couvercle. Avec son carnet de santé pour ainsi dire.
hier ou avant-hier, il m'a appelé parce qu'il y avait un problème de fuite au niveau du filtre. L'eau coulait. Donc, aussitôt ça fonctionne directement avec la production. Aussitôt. Oui. Alors déjà par rapport à certains services, bon déjà la qualité, comme il connaît les organes en fait de la machine à laver, il sait que ça vient d'une pièce qui est faite à l'extérieur ou une pièce qui est faite chez nous. Donc déjà lui il sait déjà vers où il faut aller. Voilà. On bloque On bloque en haut là, ce qu'on vient d'aller voir, on bloque et on les redescend. Ou un montage mal fait, qui n'a pas serré assez, voilà c'est ça. Nous, on prend l'appareil, on va faire un cycle coton, synthétique, on fait tous les cycles possibles. Toujours le même linge que vous Là, lavez. on a des charges normalisées. Ouais, donc des serviettes éponges, des thés d'oreiller, des draps, des torchons et des serviettes. Imaginons que 6 kg, c'est une grande serviette, 7 petites serviettes, 3 draps, 6 thés d'oreiller et 4 vêtements. Les charges nous est demandé de mettre dans l'appareil, donc on doit effectuer 100 cycles avec une charge de 1,5 kg. Ensuite, on doit effectuer 100 cycles avec une charge de 3 kg. Et tout en suivant la procédure, on doit changer les charges. Il est fini le temps où on avait des programmateurs mécaniques, ça a disparu complètement. Donc chez nous, ça a été la première source en fait de problèmes. Parce que l'électronique, c'est partout, mais c'est pas fiable. Hein. Donc on a beaucoup de problèmes. Les problèmes aujourd'hui, le problème numéro 1 en SAV, c'est l'électronique. Hein. Parce qu'on a ici, on l'a vu au montage, c'est une interface électronique et un module qui est dans le panneau arrière qu'on a vu configuré la dernière fois, c'est tout. Le reste, il n'y a plus rien de mécanique. Avant, on avait des systèmes programmateurs avec des cams, avec des bras qui voilà, et puis qui ouvraient, on mettait la poudre dans un bac, ça allait d'un côté, de l'autre, tout était mécanique. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. On gère des électrovannes qui envoient dans un bac, dans un autre, et c'est fini. Ils ont l'habitude, en fait, d'entendre les défauts, les bruits. Les machines étant montées, vérifiées et emballées, sont ensuite stockées et regroupées dans un local en vue de leur expédition, et ce, maintenant, par poids lourd uniquement. Donc les lignes de fabrication, elles fabriquent les appareils, donc les appareils sont mis sur ligne. On a l'étiquette avec les codes barres, et on a donc l'armoire ici, qui permet de faire la lecture avec un gros lecteur qui est là-bas. Il lit le code barre, et le code barre dit, voilà, comme c'est telle ligne qu'a fabriqué, tu auras directement des cendres sur tel épi. Donc elles sont dirigées, suivant la ligne de fabrication, ils sont dirigés sur les épis qu'on a vus là-bas. Et le cariste ensuite, elle, lui, les range dans le magasin par rapport à la référence commerciale de l'appareil. C'est-à-dire que c'est par rapport à un PNC qui est entré. C'est-à-dire que chaque PNC a une configuration différente dans le module, et après on s'aperçoit que c'est comme ça que les appareils sont différenciés en fait. C'est la carte d'identité de la machine à laver en fait. C'est ça. Le product number. Voilà. Et il est spécifique à une série d'appareils qui est bien précise pour un pays. On avait des fois des erreurs dans les camions au niveau de ce fameux numéro. Donc il était décidé de prendre du matériel pour scanner les appareils. Comme ça, là, il n'y a plus risque d'erreur. Alors il y a aussi un autre numéro qui est très important dans la machine à laver, c'est le numéro de série. Parce que on peut travailler, alors certaines personnes travaillent avec le product number, mais il y a aussi le numéro de série qui lui va nous dire le jour de fabrication, l'heure, enfin s'il y a eu des interventions dessus. C'est aussi un numéro qui est important, mais pas pour la même chose. Voilà. Il y a deux numéros, le product number et le numéro de série. Voilà. Ici sur le product number, le 913, ça signifie Revin en fait. C'est la production rovinoise, le 913. Mais faut savoir qu'ici en fait on est très bon, enfin c'est peut-être un peu, mais en production, traçabilité, enfin en qualité, on est devenu très bon depuis on va dire une dizaine d'années. Donc toute la fabrication qui est faite sur la ligne A en bas sortira sur l'étiquette ici. Toute la journée, tout le temps. Les appareils de la ligne sont destinés sur un seul épi. Là, des systèmes comme ça, je veux dire, c'est quand même assez sophistiqué. Hein. Parce que non seulement
il y a la répartition des appareils, mais tous les appareils qui rentrent sont lus, ils sont accrémentés dans le stock. On sait exactement à l'instant T les appareils qu'on a dans le stock en plus. Hein. Par contre, la France a beaucoup diminué puisque c'est la Pologne qui a repris beaucoup la production. Ensuite, on a encore le grand export qui est Israël et Hong Kong, qui commandent encore beaucoup pour l'année prochaine. Et après, les autres sociétés sont appelées à disparaître puisque c'est la Pologne qui va reprendre le relais au fur et à mesure donc, de la production. Vous avez encore des expéditions par train, par wagon? Non, c'est fini, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Depuis, moi je dis 6 ans, peut-être plus quand même. Ouais. Peut-être plus, entre, je dirais 7 ou 8 ans où les wagons ont arrêté. Les conteneurs qu'on charge repartent par Rocroi pour reprendre le Charleroi, pour repartir sur le port d'Anvers. Autrement, en général, les camions repartent soit par l'Allemagne pour desservir les pays de l'Est, et après tout le trafic français repart sur Marly-la-Ville qui est à côté de Paris, Reims, et puis après le sud de la France où on fait encore des livraisons. On a commencé à charger un camion pour la Pologne. Donc la première partie du camion est faite. Le chauffeur prépare donc la deuxième partie avec des sangles à l'intérieur pour sangler les appareils. Et donc là, ce sera un type de camion qui partira celui-ci sur la Pologne. Ici, c'est un peu spécifique. Ça, c'est un chargement qui est prêt pour partir sur la Finlande. Et comme quand les camions sur 3 niveaux partent sur la Finlande, on est obligé de filmer les appareils pour sécuriser le transport en plus de ce qu'on fait sur un camion traditionnel. Donc tous les appareils sont filmés, on les charge dans le camion et en plus on ressemble tout le camion pour sécuriser toujours pareil le camion. Et qu'est-ce que ça apporte le film? Ça évite que les appareils se décalent entre eux. Donc ça veut dire que là ils sont complètement solidaires. Donc ça évite que les appareils, même pendant le ballon, s'il y avait du ballon dans le bateau, ça évite que les appareils se bougent. Ils sont solidaires. Du bateau, parce que sur la Finlande, c'est des conteneurs. C'est des camions qui sont chargés sur des ferries et qui traversent directement pour partir sur la Scandinavie. Et on sait, pour tel type de camion, ce qu'on doit faire pour faire le chargement. Après, on a différents types de camions. Les plus petits camions, on a 192 appareils à l'intérieur. Et les plus gros camions qu'on charge, style l'export Pologne, Hongrie, c'est des camions qu'on fait à 330 appareils. Donc là, ils sont en train de charger le camion. Ils sont en train de charger la deuxième partie du camion, donc sur 3 niveaux. Et ensuite, ils vont éclairer le camion pour le sécuriser avec des sondes pour finir le chargement. Donc ce camion-là sera parti à 330 appareils. On appelle ça un méga trailer. Ce qui fait que la première partie là a été faite. Il raccroche le camion avec la remorque et ensuite il va charger la deuxième partie du camion. On charge la première partie qui est ici, on appelle ça le porteur. Ensuite, il raccroche la remorque, il se remet à quai et on recharge la remorque après. Et après, il s'en va. Non, ça c'est des appareils qui sont écartés parce que ceux-là, ils ont chuté pendant le chargement. On les stocke et après on les redescend à l'usine, on les remballe, on les refait contrôler. Donc tout était tout le temps plein. Donc s'il y avait un problème, par exemple, même sur une cellule qui fonctionnait mal, eh ben, on pouvait perdre des appareils sur la journée, en l'espace de 5 minutes, on peut perdre 10, 15, 20 appareils qu'on ne pouvait plus récupérer. Ce qui est bien ici, c'est lors des mouvements sociaux, c'est crucial ici. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une grève, on venait là. Pourquoi? Parce qu'on bloque indirectement la production. C'est-à-dire qu'on venait ici, en bloquant ici les expés, on bloque indirectement la production. C'était une belle petite feinte. Voilà. Ou alors les camions qui étaient chargés qui ne pouvaient pas partir. Voilà. Et quand il y a des machines, c'est vrai que ça couble, mais quand c'est vide, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. L'avantage, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant au niveau de la SNCF pour refaire un peu ou des réparations de wagons, ou du stockage de wagons pleins, ou des choses comme ça. Ça aurait été... Beaucoup de ces poids lourds se dirigent vers des pays étrangers, non sans avoir au préalable apporté beaucoup d'éléments fabriqués à l'extérieur. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, travailler encore.
forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains